le marché boursier a chuté de plus de 700 points, le pire jour de 2025 jusqu'à présent. Alors, plongeons dans ce qui s'est exactement passé maintenant. Nous allons passer à CNBC et vous pouvez voir à l'expression de ces gars-là, on dirait l'une de mes miniatures. Regardons ça. Donc, le Dow a chuté de 700 points. En fait, je pense que c'est 750 pour le pire jour de 2025 jusqu'à présent, à cause de nouvelles craintes concernant la croissance économique attraper le marché. Surpris, mais certainement pas les téléspectateurs de Rebelle Capitaliste. C'est sûr, ou quiconque a prêté attention au rendement. D'accord, les actions ont été vendues vendredi, alors que les nouveaux États-Unis. Les données ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs concernant un ralentissement de l'économie et une inflation persistante. D'accord? Je ne sais pas ce que signifie inflation persistante, parce que si c'était le cas, que se passerait-il avec le rendement des obligations du Trésor à 10 ans? Ça montait et ça redescendait. Passons aux pertes. Attendez ici. Les actions ont été vendues vendredi. D'accord, ça c'est noté. Parmi les investisseurs sur des inquiétudes parmi les investisseurs concernant un ralentissement de l'économie et une inflation persistante, les poussant à chercher des actifs plus sûrs, exactement, comme les obligations du Trésor. Mais encore une fois, nous nous concentrerons là-dessus dans un instant. Les pertes se sont intensifiées à la clôture alors que les traders craignaient de rester investis pendant le week-end. C'est généralement un mauvais signe. Laissez-moi vous le dire comme ça. Quand on est un vendredi et que les actions ferment à ou près des plus bas et que juste les 10 dernières minutes de la journée, elles s'effondrent. En fait, voyons ce qu'ils ont fait. Voyons l'action des prix, le graphique quotidien. Nous allons examiner le S&P national, mais nous utiliserons le Dow comme indicateur. Donc, ouais, je veux dire, le gros mouvement s'est produit entre midi et environ 3 heures où ça a juste Wild E Coyote ici. Et puis, vous avez clôturé, pas au plus bas absolu, mais presque. Et comme nous le disions, c'est un gros signal d'alarme, c'est sûr. Donc, revenons aux détails. Une série de données a soulevé de nouvelles inquiétudes, mais s'agit-il vraiment de nouvelles inquiétudes? Ce ne sont pas de nouvelles inquiétudes pour quiconque suit cette chaîne, c'est sûr. Concernant l'économie et à pousser les investisseurs vers les obligations, ce qui a fait chuter les rendements. D'accord? Eh bien, alors, ce n'est pas vraiment une inflation persistante, n'est-ce pas? Quoi? Vous êtes assis là à parler de la façon dont les données économiques se détériorent. Et c'est ce qui pousse les gens vers les obligations. Mais cela insinuerait que les attentes de croissance et d'inflation sont en déclin, pas nécessairement une inflation persistante, plutôt l'inverse. L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 64,7. D'accord? Je vais enregistrer ça parce qu'on va entrer dans le sondage exact. Nous allons aller sur le site web dans un instant, mais des chiffres vraiment stupéfiants, surtout quand on les compare aux attentes et à où nous en étions le mois dernier. Une énorme baisse, juste, depuis le mois dernier. Donc, les prévisions d'inflation sur 5 ans, ça a explosé. Donc, c'est comme si le consommateur s'inquiétait d'une chose et le marché obligataire ou le consommateur s'inquiétait. De deux choses, je pense, économie en ralentissement, marché de l'emploi en ralentissement. C'est généralement d'où cela provient quand on regarde le consommateur ou l'Américain moyen. Et puis l'inflation persistante, où le marché obligataire regarde plutôt cela et dit, d'accord, nous ne sommes pas vraiment inquiets à propos de l'inflation persistante. Nous sommes inquiets de l'économie qui ralentit considérablement. C'est pourquoi la partie longue de la courbe est en baisse. D'accord, pour revenir à ça, les actions de Walmart ont chuté de 2,5%, marquant un deuxième jour de baisse. C'est surprenant. Je pensais que les gens achèteraient lors de la baisse d'hier. L'investisseur éminent Steve Cohen a partagé quelques commentaires négatifs sur l'économie de marché lors d'une conférence à Miami. On dirait qu'il y a une citation de sa part. C'est définitivement une période où je pense que les meilleurs gains ont été réalisés. Cela me surprendrait de voir une correction significative en citant les tarifs proposés qui pèsent sur l'économie, ainsi que certains efforts de réduction des coûts du gouvernement. Ouais, donc à long terme, c'est bien, non? Mais à court terme, cela diminue définitivement le PIB. Et tout simplement, les dépenses publiques en plus, eh bien, c'est toutes des dépenses. Mais disons juste que ce sont les dépenses publiques, plus les dépenses du secteur privé. Donc, quand vous réduisez les dépenses publiques, eh bien sûr, avec cette formule, vous allez obtenir un PIB plus bas. Maintenant, tu dis, Georges, que c'est une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord à long terme, mais à court terme, cela augmente. Disons que les probabilités d'une récession, telles que définies par 2 trimestres consécutifs de PIB réel négatif, et probablement un grand pic dans le taux de chômage, parce que, rappelez-vous, l'une des principales raisons pour lesquelles le taux de chômage est si bas, c'est parce que le gouvernement a embauché tant de personnes.
dans la dernière partie ou tout au long de 2024. Donc, si vous éliminez, disons, la moitié de ces emplois, le taux de chômage va certainement exploser et ces personnes vont devoir trouver d'autres choses à faire. Et en attendant, ils ne vont pas dépenser autant d'argent. Je comprends la demande vers le bas, et que ce soit dans les années 1970, 1980 ou 2000. Cela, en général, je parle de la baisse de la demande agrégée, entraîne une récession, et cela entraîne généralement une désinflation. Même dans les années 1970, une décennie de la stagflation, si vous regardez la récession de 74-75, surtout quand le taux de chômage a explosé, et celle qui entre dans la première partie des années 1980, tu vois, des inflations. Je pense que c'est un peu ce que le marché obligataire est en train de flairer. D'accord, maintenant passons à autre chose. Alors ici, c'est vraiment intéressant. Une étrange montée pour 2 à 3 baisses de taux de la Fed d'ici décembre 2021. Vous savez, c'est incroyable. On fait juste des allers-retours, des allers-retours. Le marché est tout simplement totalement bipolaire sur ce qu'il prédit pour les baisses de taux de la Fed. Vous savez, si vous regardez en arrière 6 mois, qu'est-ce que c'était? 6 ou 7 baisses de taux. Et puis, si vous remontez 3 ou 4 mois avant ça, il n'y avait pas de baisse de taux. Et puis, ça y va, à 6 ou 7, et ensuite, pas de baisse de taux. Maintenant, nous revenons à 2 ou 3, et très probablement, dans les 2 ou 3 mois à venir, nous allons revenir à 6 ou 7. Mais si vous étudiez l'histoire, vous voyez que c'est très courant. Dans ces cycles, c'est très similaire à la façon dont cela s'est déroulé en 2008. Pas exactement, parce qu'en ce moment, en janvier, février, ils étaient vraiment, vraiment en train de baisser les taux, donc ce serait différent. Mais le fait est que vous avez tout ce bruit et le marché ne peut tout simplement pas décider ce qui va se passer. Et ici, et puis ton chemin, c'est là-bas. Et c'est juste la nature de la bête. Le trading sur le contrat à terme des fonds fédéraux à 30 jours, vendredi, suggère maintenant environ 55% de chances. La Réserve fédérale va baisser les taux 2 à 3 fois d'ici la fin de l'année pour atteindre une fourchette de 3,5 à 3,75. Disons 3,5, alors qu'aujourd'hui, c'est 4,25. Les chances jeudi étaient d'environ 44%. Donc, un grand saut là, c'est sûr. Salut les gars, je voudrais vous inviter personnellement, chacun d'entre vous, à assister à la conférence Rebelle, capitaliste, live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando, au 23 mai jusqu'au 25. Les intervenants des années précédentes ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus vite possible et découvrir qui parle à la conférence Rebelle Capitaliste Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25